Vous restez avec nous, nous sommes en direct avec Jean-Luc Boudinck, maire de Toulouse et président de l'association France Urbaine qui regroupe les élus de grandes villes. Alors on partirait donc sur un confinement d'un mois supplémentaire. Vous, en tant qu'élu local, qu'en pensez-vous? Est-ce tenable pour les habitants que vous administrez? Écoutez, je pense que le gouvernement aurait eu tout à gagner de dire les choses plus clairement et plus nettement. Parce que l'impression que les Français ont depuis le début de cette crise, c'est qu'on leur dit quelque chose et puis quelques semaines après, on leur dit autre chose. Et tout ça appauvrit bien évidemment la parole publique et la décrédibilise. Nous savons bien, puisque le conseil scientifique s'exprime de manière très très régulière, nous savons bien que la nécessité du confinement, depuis le début, elle n'est pas limitée à quelques semaines. Et donc je pense que j'attends que le président de la République dise les choses en vérité, totalement. Parfois la vérité, elle est rude à entendre, mais je pense que le peuple français est un peuple adulte et il doit être traité en responsable. On attend de lui des attitudes responsables, alors il faut que, au plus haut niveau de l'État, on nous parle de manière responsable et adulte. Est-ce que vous constatez un relâchement dans le confinement, avec notamment l'arrivée des beaux jours? Oui, c'est vrai, il y a du relâchement. Il y a du relâchement, pourquoi? Parce que c'est les beaux jours, et puis parce que chacun comprenait, accepter au fond les choses pendant les 2 premières semaines, et que la 3e semaine devient rude. Donc effectivement, je pense qu'il y a toute une pédagogie à faire, beaucoup plus en profondeur. Après, nous, on est mobilisés. Les polices municipales dans les grandes villes sont aux côtés depuis le 24 mars dernier de la police nationale pour verbaliser, pour faire respecter. Il y a encore, c'est vrai, trop de gens qui ne respectent pas et qui ne se rendent pas compte qu'ils se mettent en danger et ils mettent en danger les autres. Jean-Luc Boudinck, vous restez avec nous. On parle aussi de ce thème. On attend aussi Emmanuel Macron sur l'école. Elisa Bertholomé, si le confinement est bien prolongé jusqu'à la mi-mai, les élèves vont-ils revenir dans les établissements scolaires avant les grandes vacances? La question du calendrier se pose réellement. Oui, et c'est une question qui est sur la table. Aujourd'hui, l'Élysée ne confirme pas l'hypothèse d'un scénario du report de l'ouverture des écoles au mois de septembre. D'ailleurs, interrogé par le site Brut vendredi, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation lui-même précisait qu'il ne s'agissait pas là du scénario principal. Il n'empêche, cette question, elle est sur la table. Toutes les pistes sont à l'étude. Emmanuel Macron continue de consulter. Et puis cette question, elle est intimement liée finalement à la reprise aussi économique. Que faire des enfants si on demande aux parents d'aller travailler? Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas mettre en danger peut-être inutilement les enseignants, les parents qui vont devoir récupérer leurs enfants et faire en sorte que le monde hospitalier et le système hospitalier, le système des urgences soit finalement déstabilisé avec cette réouverture des écoles? En tout cas, la décision n'est pas encore prise. Emmanuel Macron devrait en avoir un mot lundi soir. Évidemment, cette décision est attendue par les parents. Alors, une réaction, nous sommes avec Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées, collèges, écoles du supérieur. Alors, si le confinement prenait fin progressivement à la mi-mai, dans un mois, est-ce qu'il est envisageable de faire rentrer les élèves à la mi-mai pour un mois et demi de cours seulement? Alors, ça dépend évidemment des conditions sanitaires. La première chose, c'est pas la question de l'enseignement, c'est pas la question des programmes scolaires. La première chose, c'est la question sanitaire, la question de santé et de sécurité. Par exemple, si on arrivait à une fin progressive du confinement ou un retour plus ou moins rapide à la normale, mais qu'on demande de respecter toujours la distanciation sociale, il faut savoir que la distanciation sociale, ça ne peut pas être respecté dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est strictement impossible. Nous avons des effectifs de classe, nous avons des nombres d'élèves qui ne permettent absolument pas de respecter gestes barrières et distanciation sociale. Donc si on n'a pas ces conditions-là, évidemment que ça ne peut pas reprendre, puisque on ne pourra pas respecter ce type de recommandations sanitaires. Donc une fois encore, tout est suspendu à la question de comment évolue l'épidémie et quelles sont les nécessités au fur et à mesure pour pouvoir permettre que la santé, la sécurité des élèves, des personnels et derrière des parents des élèves et de tout le monde en fait soient respectées. Il faut rappeler que c'est une dizaine de millions d'élèves, c'est 1,2 million de personnel, l'éducation nationale. On est en train de parler en gros presque d'un cinquième de la population du pays ici. On peut aussi se poser la question, s'il n'y a pas de retour dans quelques semaines à l'école, des conséquences sur le programme scolaire, le niveau des élèves peut-être ? Alors, les conséquences sur le programme scolaire, elles sont déjà en cours. C'est que l'on revienne dans quelques semaines ou que l'on reprenne en septembre, il y aura de toute façon des conséquences sur le programme scolaire et au moment
quel qu'il soit, où l'on reprendra normalement, on l'espère, les cours, bien entendu qu'il faudra essayer d'établir les priorités, peut-être de modifier les horaires des différents enseignements dans le premier degré, etc., pour pallier les lacunes qui auront pu être accumulées pendant cette période de confinement. Donc évidemment qu'il va falloir s'adapter. De toute façon, on est dans une situation inédite, exceptionnelle. Il n'y a pas la bonne solution qui permettra à tous les élèves de tout rattraper. Elle n'existe pas, cette solution. On va devoir faire le moins mal possible. Et depuis le début, c'est ce qu'on fait. On fait le moins mal possible, on fait ce qu'on peut. À ce stade, justement, quel bilan vous faites de cette école à distance? Est-ce qu'on a perdu beaucoup d'élèves? On a perdu pas mal d'élèves, bien entendu. On en a perdu plus au collège et au lycée qu'à l'école primaire. On en a perdu beaucoup plus en lycée professionnel, bien entendu. On se retrouve dans des situations où de toute façon il va y avoir du rattrapage. Maintenant, ce qui est important et ce qu'on a toujours priorisé au SNALC, c'est le fait de maintenir le contact avec les élèves, de montrer qu'on est là, de leur proposer des choses à faire, de faire des classes virtuelles si on s'en sent la capacité, les moyens, etc. Mais on sait très bien qu'on n'est pas en train de faire le programme comme on le ferait avec des élèves en face de nous. Ce ne sont pas du tout les mêmes conditions. J'ai envie de dire, ça montre bien que l'école, c'est avant tout une question de proximité et de relationnel en présence. Là, on fait, une fois encore, le moins mal possible. On essaye de limiter la casse, mais de toute façon, on ne peut pas être dans mieux que ça. On ne peut pas être dans mieux que limiter la casse. Et il y a des élèves qui sont complètement déconnectés pour des raisons parfaitement valables, qu'il faudra récupérer et qu'il faudra essayer de remettre à niveau comme on pourra. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard. Et on vous retrouve maintenant, Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse. Que vous disent les parents d'élèves? L'hypothèse de pas d'école jusqu'en septembre, il faut commencer à l'envisager? Écoutez, d'abord, nous, vous savez, les maires, on ne fait que héberger l'école. Ce n'est pas nous qui décidons de la programmation scolaire, des vacances scolaires, de l'affectation des personnels de l'éducation nationale. C'est bien à l'éducation nationale de nous dire les choses. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, et ce qui me revient quand je parle avec les Toulousains qui me contactent, c'est que on est dans le flou. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai au niveau de l'école, c'est vrai au niveau de l'université. Les examens partiels, est-ce qu'ils vont être maintenus? Est-ce qu'ils ne vont pas être maintenus? Tout ça est flou. Et véritablement, là aussi, l'État a intérêt à donner le cap le plus rapidement possible. Je sais que c'est pas facile. Justement, l'État avait promis l'accueil des enfants de soignants, mais aussi de policiers dans des écoles en tout petits groupes. Est-ce que ça marche, ça? Alors ça marche effectivement, depuis le début, nous les accueillons, c'est notre rôle que de les accueillir. Les enseignants sont là, nous-mêmes, nos personnels, agents techniques, ATSEM sont là. La seule chose que nous remarquons, c'est qu'il y a relativement peu d'enfants. J'imagine que les soignants ont organisé leur mode de garde de leurs enfants ou que l'enseignement à distance peut marcher. Mais j'observe une chose, c'est qu'il y a d'autres catégories qui mériteraient de voir leurs enfants accueillis à l'école. Et donc nous sommes, nous, les maires de grandes villes, demandeurs. Par exemple, les policiers nationaux, les gendarmes, les pompiers, les personnels des préfectures sont également accueillis, ou du moins leurs enfants sont accueillis depuis quelques jours. Simplement, ce que nous demandons, nous, c'est que nos agents qui sont sur le pont, les policiers municipaux, les agents également qui participent à la collecte des ordures ménagères, qui assurent les services publics vitaux que nous faisons vivre au niveau municipal ou au niveau des métropoles, que ces agents aient également de telles facilités pour leurs enfants. Il y a aujourd'hui une inégalité, une inéquité de traitement entre les enfants des différents personnels qui sont sur le pont dans la crise actuelle. En tout cas, nous verrons bien quelles seront les annonces d'Emmanuel Macron demain, édition spéciale dès 19h sur BFM TV. Pour suivre l'allocution du chef de l'État, ce sera à 20h. Vous restez avec nous, Jean-Luc Moudin, qu'on va parler maintenant de l'économie. Et oui, les conséquences économiques de ce confinement, 4 semaines presque pour l'instant. Julien, vous avez sorti tout simplement la calculatrice. Ça coûte combien tout ça? Et j'ai calculé ce que coûte un mois de confinement à la base. Les chiffres, regardez, ils donnent le vertige. Regardez, selon l'INSEE, un mois de confinement, c'est 3 points de PIB en moins, soit 75 milliards d'euros. Ça, ce sont les données brutes. Car derrière, il y a ce qu'on appelle les coûts cachés qui vont venir augmenter cette somme. Par exemple, les mesures de soutien aux entreprises. Et ça pourrait doubler les projections de l'INSEE et faire exploser le chiffre jusqu'à 150 milliards d'euros. Ça, c'est l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations qui le dit.
Et le chômage partiel, Julien, ça coûte combien? Déjà, on va rappeler ces quelques chiffres. 70 000 entreprises, 700 000 entreprises ont demandé le chômage partiel pour 8 millions de salariés. C'est 3 millions de plus que la semaine dernière. Ça représente un salarié du privé sur 3. Et ça coûte cher, ça aussi, regardez. 1 milliard d'euros par jour chômé. Puisque l'on travaille en moyenne 20 jours par mois, eh bien ça coûte à notre pays 20 milliards d'euros par mois. Alors, imaginez le coût si Emmanuel Macron envisage demain un mois de confinement supplémentaire. Eh bien, il faut additionner les 75 milliards de pertes pour l'économie estimées avec l'INSEE, avec les 20 milliards d'euros de chômage. On arrive donc à 95 milliards d'euros par mois de confinement. Et ces chiffres qui donnent le vertige seront évoqués au Conseil des ministres mercredi, Julien. Oui, avec au centre de la table un plan de secours préparé depuis plusieurs jours par Bercy. Et que prévoit-il, ce plan de secours? Eh bien, de débloquer 100 milliards d'euros. 100 milliards, c'est bien ça, pour mettre l'économie française sous perfusion. Et c'est là, en fait, qu'il y a un hic. Pourquoi? Eh bien, parce que si Emmanuel Macron annonce un mois de confinement supplémentaire demain, eh bien, ça veut dire que le plan d'aide, eh bien, il est déjà caduc. Merci Julien. On vous retrouve Jean-Luc Moudin, qui est maire de Toulouse. Votre secteur, c'est notamment l'aéronautique. Le tissu économique dépend beaucoup d'Airbus. Quelles conséquences économiques vous voyez pour votre métropole en ce moment? Effectivement, les conséquences économiques, elles sont redoutables. On est en pleine crise sanitaire, mais on voit bien que la crise économique et sociale, elle commence à être là. L'aéronautique est un secteur phare, on le sait bien ici, à Toulouse, on en est très fiers, et comme c'est un secteur économique qui est extrêmement touché par ce qui se passe, effectivement, nous sommes dans l'inquiétude. Et puis, il y a toute une chaîne de production, il y a également tout le secteur de l'événementiel, du tourisme, il y a également les petits commerces. Ce sont, je dirais, eux qui souffrent dans l'anonymat, ils sont pas médiatiques. C'est extrêmement dur pour eux, c'est terrible, et je crois qu'il faut que l'État, là aussi, prenne la mesure des choses. Le ministre de l'économie et des finances a parlé de report dans le paiement des échéances fiscales et sociales des commerçants. Moi, je souhaite qu'il y ait une exonération de charges, parce que leur trésorerie, aujourd'hui et même demain, elle ne peut pas, elle ne pourra pas. Un mot, tout à l'heure nous avons interviewé William Dab, l'ancien directeur général de la santé. Il apporte un regard critique sur la gestion par le gouvernement de cette crise sanitaire. Il dit qu'il n'y a pas vraiment de commandant et il n'y a pas de lien entre ce qui est décidé au niveau national et vraiment le ressenti au niveau local. Est-ce que vous voyez la même dichotomie? Nous, les maires de grande ville, c'est exactement ce qu'on ressent. On entend le ministre de la Santé parler de manière, je dirais, très claire, très rationnelle au niveau national. Mais localement, les consignes qu'il donne ont un mal fou à redescendre. Parfois, il faut une semaine pour que l'on puisse voir sur le terrain la concrétisation de ce qui a été annoncé dans les médias. Il y a un sujet qui nous préoccupe beaucoup les maires, parce qu'on est souvent interpellés. Depuis le 28 mars, le ministre de la Santé a dit que les EHPAD allaient être équipés de tests. C'est fondamental. Eh bien, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire plus de 15 jours après, c'est toujours pas le cas. Et un de mes collègues maire de grande ville me rapportait qu'un EHPAD de son centre communal d'action sociale avait malheureusement plusieurs des agents qui étaient infecté ou suspecté de Covid, il a eu un mal fou pour obtenir des tests. Quand il s'est tourné vers les autorités de santé, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, l'ARS, celle-ci n'avait pas les moyens de lui donner des tests. Il a fallu qu'il bricole une solution avec un laboratoire privé de ses amis et qu'il demande également quelques vaccins à son CHU. On ne peut pas avancer comme ça. Donc effectivement, Merci. moi je souhaite puissant, mais cohérent, pas simplement à Paris, mais sur le terrain. Merci beaucoup Jean-Luc Moudin d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV. Cette image en direct à présent, le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle qui a